Here we go now. Fat man scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Cette semaine, on a une grande équipe m'accompagne, on est en distanciel donc on peut se permettre d'être beaucoup. Donc cette semaine avec moi il y a Manon. Salut Manon. Hello! Tu nous a préparé un moment et une chronique, un moment écolo et une chronique un petit point culture je crois. Exactement, c'est ça. Nickel. On est aussi avec Philippine. Philippine, tu continues dans la culture avec ton moment, c'est ça? C'est ça, bonjour à tous. Ouais, c'est très culturel aujourd'hui. On va parler de musées et de musées un peu Insolite. différents. Ouais, c'est ça, une chronique un peu insolite. Pour le troisième moment, c'est Angèle. Angèle, tu nous parles, toi, de médias et de sciences cette semaine. Exactement. C'est quoi? Que se passe-t-il? Je vais vous parler du nouveau magazine Epsilon. Donc, qui est arrivé qui va arriver sur le marché bientôt. C'est ça, en juin. Et on n'oublie pas les deux derniers qui sont là cette semaine, Marie et Matt. Donc Matt qui vient là juste pour nous faire souffrir hein, avec le Maxi Quiz. Ouais, pas de Maxime. C'est du coup, il faut quelqu'un quand même pour faire le quiz. Donc c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. On espère que tu as été gentil. On se souvient de la dernière fois, je ne sais plus qui était là, mais la dernière fois que Matt a fait un Maxi Quiz, a fait un quiz, on s'est rétamé. Un carnage. Ah oui, c'était un carnage. Et la dernière qui est là, c'est Marie. Voilà, Marie qui est à la régie. Et on commence tout de suite, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les moments de la rédac. Alors, on commence les moments avec celui de Philippine qui va nous conseiller une petite exposition cette semaine. C'est ça, voilà. Alors, les musées ont enfin rouvert et c'est l'occasion pour moi de vous donner des petits conseils culturels. Si vous nous écoutez depuis la région parisienne, alors déjà, nous, petits Lillois que nous sommes, on pense à vous très fort du haut de notre première place de Ligue 1. On espère que ça ne va pas trop endommager votre ego de Parigo. Mais sinon, j'ai un petit conseil culturel pour vous, peut-être un petit lot de consolation pour voilà, que vous conseillez d'avoir perdu la Ligue 1. Au musée de Montmartre, en ce moment, il y a une expo sur le Paris vu par Raoul Dufy, qui est un peintre français du début du XXe que j'aime beaucoup. En fait, l'exposition, c'est une véritable déclaration d'amour pour la capitale. On peut y voir des toiles hyper colorées, très modernes pour son époque, parce que ça a été peint dans les années 30. Du peu que j'en ai vu, ça m'a tout l'air d'être une collection très poétique, avec des toiles de panorama de Paris, avec des couleurs hyper vives. Et en fait, ça fait hyper moderne pour leur époque. Enfin, on n'a pas du tout l'impression que ça a été peint dans les années 30. Après, c'est assez difficile de vous décrire des peintures à la radio. Donc, je vous invite plutôt à aller vous renseigner sur le style de Raoul Dufy si vous ne le connaissez pas encore. Et alors, pendant que j'ai préparé ma chronique, j'ai découvert un truc sur Dufy, je ne sais pas si vous saviez, mais pour l'exposition universelle de 1937, il a peint une toile qui s'appelle La Fée Électricité. Et en fait, c'est une gigantesque fresque de 10 mètres sur 60, donc ça fait 600 mètres carrés de peinture. Et en fait, cette œuvre a été pendant longtemps le plus grand tableau du monde. Le record a été battu en 87 avec... Alors attention parce que c'est un truc allemand et j'ai pas pris allemand LV2 donc désolé pour la prononciation, mais ça a On été t'en veut battu pas. avec ça a été battu avec le Bauern Kriegspanorama de Werner Tübk qui fait, bon alors là ça a explosé le record parce que donc celle de Dufy faisait 600 mètres carrés et celle de Tübk fait 1722 mètres carrés. Voilà, donc ça a explosé le record. Mais voilà, je trouvais quand même ça cool que Dufy ait détenu le record de la plus grande peinture au monde pendant un temps. Du coup, si vous en avez l'occasion, allez découvrir la capitale vue par ce grand artiste qui mérite vraiment d'être découvert si vous ne le connaissez pas encore. L'expo est donc au musée de Montmartre jusqu'à l'automne. C'est 13 € pour les 18-25 ans et c'est une très bonne manière de renouer avec les musées. C'est compliqué à décrire, c'est vrai, le style de Raoul Dufy, mais c'est très coloré, c'est très joli à voir. Ouais. Je regarde en même temps son... Ouais, non, c'est assez complexe, mais c'est super beau. Oui, c'est à voir. Donc, c'est un bon conseil que Philippine vous donne. Allez au musée de Montmartre, ou quelque chose comme ça, oui, si c'est ça. C'est ça.
franchement, je pense que ça vaut le coup. Et puis, on a tous envie de sortir en ce moment un peu de ce confinement. Il faut aller voir des expositions. Et donc, ça peut être une très bonne exposition. Merci Philippine pour ton moment culturel. On te retrouve plus tard encore avec de la culture, mais un peu différente, franchement. Ouais. Et on continue avec Angèle. Angèle, une nouveauté dans les médias, ce n'est pas le rachat d'M6 par TF1, même si on en entend beaucoup parler. C'est un nouveau magazine scientifique qui arrive sur le marché et qui s'appelle Epsilon. C'est ça. Donc, l'histoire du magazine scientifique Epsilon. Donc, il a démarré fin mars, lorsque 9 journalistes de Sciences et Vie, un autre magazine scientifique, ont donné leur démission suite à un désaccord avec le groupe Reworld Media. Donc, c'est le groupe qui possédait le magazine depuis l'été 2019. Donc, ils décrivent un manque d'effectifs, etc. Donc, des conditions dont ils n'étaient pas d'accord forcément avec ce qu'on leur disait, quoi. Du coup, ils ont décidé de démissionner. Et à la suite de ça, donc Hervé Poirier, qui était l'ancien directeur de la rédaction de Sciences et Vie, et Mathilde Fontaise, ancienne rédactrice en chef, toujours de Sciences et Vie, ont décidé de lancer leur propre magazine, donc qui va s'appeler Epsilon. Donc ce projet un peu fou est notamment porté par le groupe Unique Héritage Média, donc spécialisé dans la presse jeunesse, donc par exemple le journal de Mickey, etc., c'est eux qui possèdent. En tout, dans ce nouveau magazine, on va retrouver 15 journalistes fixes. Après, il y en aura d'autres qui écriront pour eux. Epsilon, ça va rester un magazine très scientifique, très centré dans le journalisme scientifique, mais avec une volonté de rendre la chose plus moderne et plus accessible pour les jeunes, etc., pour expliquer la science pour tous, quoi. Les sujets qui vont être évoqués, ça va être l'astronomie, le climat, l'archéologie, etc. Donc, ils ont annoncé début mai le lancement de ce magazine et en à peu près une semaine, on comptait déjà 28 000 abonnements alors qu'il n'est même pas encore sorti. Donc, le premier numéro va être tiré à 100 000 exemplaires, c'est énorme. Qui sortira le 23 juin en kiosque. Ça coûtera 4,90 €. C'est accessible. Donc, c'est une réussite, c'est un sans faute pour le moment, avant même que quelqu'un ait pu lire quoi que ce soit. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais c'est plutôt bien parti pour eux. C'est une bonne nouvelle pour la presse jeunesse. C'est de la presse jeunesse, c'est ça? C'est un peu... ils visent pas forcément un public très jeune, mais en tout cas, ils rendent l'écriture ou le style de journalisme accessible à tous. Donc, je pense que les jeunes pourront comprendre, comme quelqu'un qui a 40 ans. C'est accessible à tous, quoi. Pardon. Non, vas-y. Après, peut-être que c'est lié aussi, le nombre d'inscrits, tu disais 26 000, je crois. C'est 28 000, ouais. 28 000, voilà, c'est énorme. C'est peut-être, on peut lier ça à la crise pandémique, parce que les personnes ont peut-être plus envie d'en apprendre sur la science. Donc c'est ça, exactement. Ouais, c'est sûr que on l'a vu, comprendre le vaccin, comment fonctionne l'ARN messager. On a vu des spécialistes passer de plateau en plateau pour essayer de nous expliquer ce que c'était que l'ARN messager qui passait je ne sais où. Mais donc c'est important, la vulgarisation scientifique, donc c'était bien, c'est un beau projet. Et qu'on peut aussi, je crois, aider au financement, ou à s'abonner, sur leur page Instagram, etc. Il doit y avoir tout de disponible, mais c'est une bonne nouvelle pour d'avoir de nouveaux médias. Mais je pensais que c'était indépendant, mais donc ça appartient à un groupe en fait de presse. Ok. C'est ça, de presse jeunesse. Le journal de Mickey et le journal scientifique. Et très bien, très intéressant. On verra ça en juin. On ira lire le premier numéro. Mais on va continuer avec le troisième moment qui a été préparé par Manon. Tu t'es intéressé, Manon, à une subvention qui devrait disparaître ou qui a disparu. Exactement. En fait, je vais vous faire un petit point écologie du coup aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans 3 semaines d'un point de vue écologique et politique? Aucune idée. Personne? Non. Ok. Surprise, c'est le G7. Ils se réunissent en Angleterre, non? Pour parler d'écologie. Ouais, exactement. Ouais, c'est en Angleterre cette année. Donc voilà,
On rappelle que le G7, c'est dans 3 semaines, que qui dit G7 dit les 7 pays globalement les plus mondialisés. Donc on a l'Allemagne, on a les États-Unis, la France, le Canada, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni du coup. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ces 7 pays, c'est qu'ils ont décidé de prendre 2 décisions importantes du coup d'un point de vue écologique. Donc la première, c'est qu'ils se sont engagés à mettre fin aux aides publiques aux centrales à charbon. Donc voilà, je pense que vous voyez ce que c'est, ces grosses centrales à la sortie des villes qui recrachent de la fumée blanche très très épaisse et qui servent en fait à produire de l'électricité. Donc elles ne seront plus subventionnées en fait par ces pays-là. Et donc la deuxième décision de ces pays du G7, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour accélérer leurs efforts afin de se défaire des hydrocarbures en fait, donc tout ce qui est énergie fossile et évidemment donc ce qui n'est pas bon pour la planète, qu'on retrouve beaucoup dans les transports. Donc voilà, ils veulent se défaire de ça d'ici 10 ans afin en fait de protéger au moins 30% des terres et 30% des océans. Voilà, c'est ce qu'ils se sont fixés. Donc évidemment on espère que ça va marcher, hein, on n'est pas sûr, je pense que le plus dur est devant en fait, parce que évidemment c'est facile de prendre une décision, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est quand même une bonne nouvelle, et on les encourage fort, au cas où ils nous écoutent du coup. Ouais, bah ça a l'air d'être une bonne nouvelle. On espère qu'évidemment que les engagements vont être tenus. Ouais, Ça, c'est ça. c'est Ça va être toujours, le plus dur, quoi, je ouais, c'est pense. toujours la surprise. Mais alors, je sais pas si on a beaucoup de centrales à charbon en France. Je crois que l'Allemagne en a beaucoup. Donc, ce sera peut-être plus difficile pour certains pays que pour d'autres. Mais bon, peut-être Ouais, c'est ça. aussi penser dans un prochain G7 à se dire, ah bah tiens, et si on mettait aussi un peu de côté le nucléaire pour essayer de trouver toujours. Ouais, ça serait sympa parce que c'est vrai que le nucléaire est quand même pas mal développé en France et ils ont Mm. du mal à fermer les centrales, hein, quand même. Ouais, on a des vieilles centrales qui continuent de tourner, mais c'est vrai que c'est des sujets complexes parce que faudrait développer de nouvelles énergies renouvelables, on le dit souvent, mais ça coûte énormément d'argent. Et puis il y a toujours quelque chose qui pollue au final, que ce soit. Ouais, c'est toujours ça. Il y a toujours, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Donc c'est Mm. compliqué à mettre en place, mais bon, déjà s'il y a des engagements, c'est le début. Ouais, on espère que ça va continuer. Merci Bah beaucoup, hein, ouais. Manon, pour ce petit point écologie. Euh, Et moi, je vais terminer en parlant aussi culture parce que bah, on aime bien ça, donc on continue là-dedans. Ouais, j'avais envie de vous parler d'un musée aussi, un musée qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, qui s'appelle la Bourse de Commerce. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Non? Ouais, quand même, ça a fait de beaux titres de jour, bah, du titre, je ne sais pas, mais il y a eu des papiers dessus en tout cas. Pourquoi? Bah, parce que l'ouverture s'est déroulée ce week-end, donc juste après le déconfinement, la réouverture des musées. Et un nouveau musée parisien, bah, c'est pas tous les jours, donc on en entend parler. Le musée s'est installé dans l'ancienne bourse de commerce de Paris, donc c'est dans le premier arrondissement. Et avant d'être un musée, donc c'était une bourse de commerce, avant d'être une bourse de commerce, c'était une halle au blé vers la fin du 19e siècle. Et donc c'est un magnifique bâtiment, vous pouvez aller voir des photos, vraiment il est sublime, il est circulaire. Il y a une incroyable pièce centrale immense avec une coupole en verre et en peinture. Vraiment c'est un très beau musée. Mais alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce musée? Bah alors, vous allez avoir du mal à trouver de l'art antique ou ces choses-là parce que c'est surtout de l'art contemporain. Ce n'est pas en fait un musée public, donc c'est un musée qui abrite la collection d'un riche homme d'affaires, François Pinault, et donc ça abrite sa collection, la Pinault Collection. Bon, il y a évidemment plein d'œuvres contemporaines, il y a des photographies, il y a de la sculpture, et dont une sculpture dont je voulais vous parler, une sculpture immense de l'artiste suisse. Alors, je pense que, j'espère bien prononcer, Urs Fischer. Elle occupe la place centrale du musée, donc dans la coupole, en dessous de la coupole. Mais cette sculpture elle a une petite particularité, c'est si vous allez plusieurs fois au musée Pinault, et ben vous verrez jamais la même sculpture. Pourquoi? Parce que elle est faite de cire. Donc au fur et à mesure du temps, elles fond. Voilà, c'est comme une bougie.
Elle est allumée au début de l'exposition et elle fond au fur et à mesure du temps. Bon, bah voilà, c'est de l'art contemporain, mais c'est intéressant à aller voir et surtout, vous pouvez aller voir rien que le bâtiment qui est incroyable. Donc, je vous l'ai dit, le musée il appartient à François Pinault. Et ça, c'est pas le premier musée qui a été ouvert par un milliardaire, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2014, il y a déjà eu un musée. C'était la Fondation Louis Vuitton. Pareil, ça a fait grand bruit. C'est dans le bois de Boulogne. Ça appartient à LVMH, dont le directeur est un des hommes les plus riches du monde, Bernard Arnault. Et donc voilà, c'est la concurrence entre milliardaires. Bon, Pinault, c'était pas son premier musée, hein. Il avait déjà aidé au financement d'un musée vénitien, le Punta della Dogana. Je ne parle pas italien, donc c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce, mais c'est pas grave. Et qui abrite aussi une autre partie de sa collection. Voilà, je vous laisse deviner l'ampleur de sa collection. Si on peut remplir 2 musées avec sa collection, c'est qu'on commence à avoir quelques œuvres d'art. Bon, évidemment, tout ça, ça pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin des milliardaires? Est-ce que maintenant, c'est nécessaire les milliardaires pour faire vivre la culture? Est-ce que c'est voilà, de la volonté des milliardaires que de partager leurs œuvres avec le grand public? Voilà, est-ce que c'est cette envie qui les anime au fond d'eux? Mais franchement, juste allez-y une fois pour voir le bâtiment ou bah, au moins aller voir des photos. Eh bien, merci à tous pour vos moments. Très intéressants, très culturels. Mais on va passer à la première chronique hein, pour changer un peu. C'est la chronique de Philippine. Alors, s'il existe un paquebot mythique, c'est bien le Titanic, hein, avec le film de James Cameron, on a tous rêvé de monter à bord, bah, sauf qu'il était au fond de l'océan, mais Philippine, eh ben, elle a retrouvé pour nous le Titanic. Ouais, alors je sais pas si c'est glauque, désespérant ou étrangement attractif, mais en tout cas ça existe. En Chine, à Suining, dans la campagne du pays, il y a un parc d'attractions sur le thème du Titanic qui est sur le point d'ouvrir ses portes et qui s'appelle, attention, roulement de tambour, Titanic Land. Donc l'entrepreneur qui est à l'origine de ce projet a tout simplement décidé de construire un deuxième Titanic quasiment identique au premier. Mais alors ils sont allés très très loin dans leur délire parce que les détails sont impressionnants. Ça va jusqu'aux poignées de porte qui sont les mêmes que celles du vrai paquebot. Ils ont aussi prévu de mettre une machine à vapeur sur le bateau pour que les visiteurs aient l'impression qu'ils sont en train de naviguer alors que le bateau va rester à terre parce que c'est dans la campagne chinoise, du coup il n'y a pas la mer à côté. Ils ont même fait appel à des historiens spécialistes du Titanic pour valider les plans et être sûr d'être le plus proche possible de la réalité. Donc ça va vraiment très très loin. Le chantier en tout, il a coûté 1,2 milliard d'euros. Il a duré 6 ans. Et normalement, les touristes pourront passer une nuit dans le parc à thème pour environ 250 €. Et alors attention, parce que les créateurs de Titanic Land ont vraiment sorti le grand jeu, parce que la musique du parc, vous savez comme à Disneyland, c'est la musique insupportable qui vous reste dans la tête. Ben là, à Titanic Land, ce sera My Heart Will Go On de Céline Dion. Meilleur parc du monde alors, on peut le dire. C'est ça. Incroyable. C'est vraiment parce que quitte à faire ça, autant le faire jusqu'au bout. Du coup, voilà, on aura du petit Céline Dion dans les oreilles pendant toute la durée où on sera dans le parc. Je rappelle que le Titanic, le vrai, était à l'époque le plus gros bateau jamais construit. Il a coulé en 1912 et son naufrage a quand même fait plus de 1500 morts. Donc à l'époque, ça a été un scandale dans l'industrie maritime, évidemment un drame atroce pour énormément de monde aux 4 coins de la Terre parce que l'événement a eu une résonance vraiment mondiale parce que le bateau partait de l'Angleterre pour arriver à New York. Donc il y avait des passagers de toutes les nationalités et puis c'était quand même le plus gros bateau du monde. Du coup, ça a fait les unes des journaux pendant des mois et tout le monde était hyper choqué. Du coup, faire un parc d'attractions sur un des accidents les plus meurtriers de l'histoire, ça peut paraître un peu chelou, mais bon, les Chinois sont absolument fascinés par l'histoire du Titanic, notamment évidemment depuis le film de 97 que tout le monde connaît. D'ailleurs, à ce propos, oui, je suis d'accord avec tout le monde, si Rose avait bougé ses fesses, Jack aurait eu la place de monter et ne serait pas mort. C'est un drame tragique, je m'en suis toujours permise. Et puis il y a quelques années, un documentaire est sorti avec des témoignages de 6 passagers chinois qui avaient survécu au naufrage, donc ça aussi ça a contribué à raviver la passion Titanic en Chine. Donc voilà, si jamais vous avez quelques milliers d'euros à dépenser pour un aller-retour et la place de musée pour Titanic Land, vous pouvez vivre l'expérience Titanic sans la fin tragique, ce qui est quand même mieux.
Et Oui, puis, c'est il mieux paraît que le même bateau coule pas à la fin. ouais, Je- voilà, au moins vous serez pas mort, quoi. Et puis, il paraît même que l'entrepreneur qui a créé le parc a prévu d'inviter Leonardo DiCaprio et Kate Winslet pour l'inauguration du parc, pour évidemment faire plus d'entrées, mais voilà, c'est un petit clin d'œil au film, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on entend assez régulièrement parler de reconstruction. Et tu es souvent un milliardaire fou qui veut reconstruire le Titanic. Genre, Ouais. j'ai l'impression que c'est assez régulier. Mais c'est vrai que dormir dedans, ou je ne sais pas, c'est assez glauque. Mais alors, c'est juste visiter ou tu peux. Non, en fait, Ouais. c'est vraiment un parc d'attractions, enfin, des attractions à propos du naufrage. Je sais vraiment pas comment c'est, C'est je me demande sympa. un peu, je me pose encore beaucoup de questions. Mais ouais, en fait, le bateau va faire un peu office d'hôtel, je pense, en plus d'être une attraction phare du parc. Et du coup, ouais, ils pourront dormir à l'intérieur. Mais c'est vrai que le film de James Cameron a quand même, je pense, beaucoup amplifié Ouais, le bien sûr. phénomène Titanic. Bon, il avait lui-même déjà reconstruit un Titanic pour tourner son film. Donc ouais, c'est assez incroyable. Ça fait peur, mais bien merci Philippines hein, pour ce moment assez particulier sur le Titanic. Pas pour ce moment, pour cette chronique. Et là, c'est l'heure du temps mort. Et vu qu'on a parlé culture, etc., on va faire un temps mort artistique. Et oui, cette semaine, un temps mort artistique. C'est assez simple, hein, le concept. Je vous demande de trouver le nom des artistes. Donc ça peut être des peintres, ça peut être des sculpteurs, ça peut aussi être des compositeurs. Mais pour trouver quel est le nom de l'artiste que je vous demande, je vais vous donner le nom de ses œuvres. Donc voilà, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom et comme ça, je peux vous pouvez me donner le nom. Il y a 10 artistes à découvrir. Donc au fur et à mesure, je vous donne plusieurs noms d'œuvres, hein. Les premières sont moins connues, les dernières toujours bien plus. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on commence tout de suite avec le premier artiste. Donc, le rêve. Jeune fille devant un miroir. La femme qui pleure. Les demoiselles d'Avignon. Et Guernica. Ah Philippines, Picasso. Ouais, Philippine, bravo. C'est trop Picasso. rapide. Désolée. Je pensais que vous alliez trouver avec les demoiselles d'Avignon, mais, Mm. mais c'est vrai que je vous ai mis des tableaux pas faciles au début parce que je me suis dit, si je mets tout de suite Guernica, on continue avec un deuxième artiste. L'âge d'airain, l'éternel printemps, le baiser. Angèle, Oui, c'est Clint. Clint. et ce n'est pas Clint. Il y a un deuxième baiser et ce n'est pas Clint. Les bourgeois de Calais. Et le dernier, le penseur. Oh, Marie. Oula. Oui, Rodin. ouais, c'est Rodin. Ouais. C'est Auguste Rodin. Il y a une expo à Paris hein, en ce moment sur le baiser, donc que vous pouvez aller voir. Je ne sais pas où elle est, mais très intéressante. On passe au troisième artiste. La promenade. Les coquelicots. Marie. Monet. Et c'est ça, c'est Claude Monet, bravo! Dites Bravo. donc, dès le deuxième. Donc ça fait 2 points pour Marie qui prend la tête. Mais Philippine n'est pas loin et les autres, vous n'êtes pas loin non plus avec 0 point. Ouais, donc les coquelicots, Impression soleil levant, le bassin on a fait A et j'avais évidemment mis le déjeuner sur l'herbe de Claude Monet. Alors, quatrième artiste, le cerf blessé, sans espoir, autoportrait aux cheveux lâchés, autoportrait au collier d'épines et colibri. Oui, vous Angèle, pouvez tenter. Hein. non, je suis pas du tout sûre, mais Frida Kahlo. C'est ça, c'est Frida Kahlo. Oh. Alors, ces tableaux sont très célèbres, Mhm. mais c'est vrai que les noms, c'est beaucoup d'autoportraits de Frida Kahlo. Et, j'en avais mis un dernier qui s'appelait Les deux Frida pour vous aider un peu si vous étiez vraiment en PLS. Mais non, vu que Angèle marque un point
Allez, Manon et Matt, vous pouvez y arriver, on croit en vous. Les pêcheurs de perles. La jolie fille de Perth. Philippines, attends, Oui. parce que j'ai vu. Bizet. Bizet. Ah, bravo, je pensais pas que tu allais trouver dès le Bah, début. j'ai vu les pêcheurs de perles, du coup, il fallait que je sache, quoi. Ouais, c'est Bizet des opéras. L'Arlésienne, et évidemment, j'avais mis Carmen pour finir. Et bah, dis donc, 2 points Philippines, 2 points Marie, 1 point Angèle, et voilà. Les autres, Comment voulez-vous qu'on rivalise en même temps? Vous êtes tous trop rapides, quoi. on continue avec le 6e artiste. La Pietà, le jugement dernier, David, la création d'Adam. Ah, Matt, bah, ça saute, ouais. Matt, t'as quelque chose? c'est Michel-Ange, non? C'est Michel-Ange, c'est ça. Il restait l'an dernier le plafond de la chapelle Sixtine, Ouais, voilà. évidemment. Ok, bon, bah alors on continue. Bah, il manque plus que Manon à avoir un point, et c'est bon. Vous êtes tous. C'est parti, je suis chaud. Mais donc tout le monde peut encore gagner, hein. Franchement, c'est assez équitable. On continue avec le 7e artiste. Tyr, l'arbre au serpent, les 3 grâces, Oh, les trucs. les nanas et la fontaine Stravinsky. Ah, là, je vous pose une colle. Personne ne connaît? Ah non, là, j'ai pas du tout. Bah, Est-ce je que vois vous les avez... trois races, mais la personne qui a fait ça, non. Vous voyez, c'est une femme. C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Mais vous voyez pas vous voyez qu'il fait des choses très colorées. Les nanas. Oh! Mais oui! Oh, je sais plus son nom. Saint-Phal. Oui, c'est ça. Oui, bravo Philippine, Niki de Saint-Phal, c'est ça. Les nanas, ces grosses dames toutes dans tous les sens, assez rigolotes. Et qui a fait aussi donc la fontaine Stravinsky à Paris, à côté de Beaubourg, justement, on en parlait. Où, Ah. vous voyez, il y a des choses très colorées et il y a aussi des engins mécaniques. Et ça, c'est son mari qui a fait les engins mécaniques. Et bah, Philippine prend la tête. Pourtant, Manon, elle était pas loin de trouver. Donc, Oui, dommage. c'est dommage. Mais c'est pas grave. Il en reste 3. Tout est encore possible. Donc, 8e artiste. Une petite musique de nuit. Don Giovanni. Philippines, Mozart. Ouh là, mais Là on là ne là. l'arrête plus, hein. L'art, c'est son dada. Euh, bah donc ça fait 4 points Philippines. Elle n'a pas encore gagné. Marie, tu peux la rattraper. Donc Manon, ça va être un peu difficile pour la rattraper. Ça va être Mais, galère là. on peut continuer. On continue avec le 9e artiste. J'allais vous dire le nom, mais je ne vais pas. La fille au chapeau rouge. La femme en bleu lisant une lettre. La jeune fille à la perle. Oh, oui. Et... Ah, Angèle, Oui, Angèle? Vermeer. C'est ça, la jeune fille à la perle, évidemment, de Vermeer. Et je vous avais mis en dernier. Qui peut me donner le nom de l'œuvre la plus célèbre de Vermeer? Euh, Ouais, c'est pas la litière. c'est La laitière, tout à fait. Avec le Qui verre de avant- Vermeer. Oui, et Moi, je qui sais juste pour ça. Mais... avant d'être un yaourt, était un tableau. Bravo, Angèle. Bon, on sait qui a gagné, mais on peut faire du suspense. 10e artiste. Lobster téléphone. Le grand masturbateur. Métamorphose de Narcisse. Vous l'avez pas? Bah, je vous donne le dernier, le plus connu. La persistance de la mémoire. Ah, mais si, Philippines. Oui, Attends. Je le connais, je le connais. Je l'ai sur ah, le oui, il est connu, oui, je te promets qu'il est très connu. Ah, les dépêche. montres-molles. Ouais, les monstres molles. Merde, pourquoi j'ai oublié ça? Angèle, Manon. Angèle. Ah merde. Philippine, t'as 3 secondes. Non, vas-y. Et ben Dali. Je Angèle. donne mon point. Dali. Oui, Et oui, Salvador Dali, évidemment. Mais je suis débile. vraiment pourquoi les j'ai- Oh là montres. là, la déception de Manon. La déception de Manon. Oh là là, la tristesse. Aïe, 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 terrible désillusion pour Manon. Et ouais, J'ai un coup là, franchement, c'est dur. mais c'est pas grave. Tu sais, ça arrive à tout le monde de faire des zéros, même au meilleur, hein, vraiment. Ah non, là, je pense pas que c'est le zéro qui fait mal. Là, c'est j'avais la réponse, Oui. mais j'ai perdu une microseconde. Donc, Ouais. Bah oui, donc Désolée. les montres molles, ça s'appelle pas vraiment les montres molles, ça s'appelle la persistance de la mémoire. Mais
Euh, Je l'ai deviné grâce à Philippine qui a dit les montres molles. Hein. Oui, moi aussi, franchement, on est des arnaques. Hein. mais Merci Philippine. J'offre mon point. bon, c'est pas grave, Philippine. Tu ne perds pas parce que tu as donné la réponse aux autres. Vu que tu gagnes avec 4 points, bravo, Philippine. Après, il y a Angèle avec 3 points qui s'est bien rattrapée à la fin. Il y a Marie avec 2 points qui avait bien commencé, qui a un peu ralenti sur la fin. Matt qui a sauvé l'honneur et Manon qui a tenté de sauver l'honneur. T'es pas obligé d'enfoncer le couteau dans la plaie, toi. Mais non, mais vraiment, vous étiez beaucoup, c'est pour ça que tout le monde n'a pas pu avoir 2 points. C'était compliqué. Donc, bravo Philippine pour cette victoire. Et on continue le podcast parce qu'on passe à la deuxième chronique, qui est la chronique de Manon. On entend beaucoup parler de culture ces derniers jours, aussi sur le podcast, avec la réouverture de toutes les salles de spectacle, les cinémas, et on en entend parler aussi avec le Pass Culture. Et donc Manon, tu nous fais cette semaine un petit point sur tout ça, un petit point culture. C'est ça, parce que on n'en a jamais assez, hein. Donc, vous avez forcément vu que le monde de la culture a énormément souffert ces derniers mois, voire même malheureusement ces dernières années. Mais aujourd'hui, on peut un peu plus en profiter, donc ça c'est cool. Mais on a quand même quelques mesures, donc je vais revenir un petit peu dessus. Donc déjà, évidemment, on a les mesures de base qu'on connaît depuis bien trop longtemps à mon goût. On a aussi le développement des vaccins, on a les autotests qui pourraient même être distribués par les collectivités territoriales. C'est une exclue, mesdames et messieurs. Donc voilà, toutes les mesures qu'on connaît trop. Mais on a aussi d'autres mesures beaucoup plus culturelles, on va dire. Selon Roselyne Bachelot, par exemple, les lieux de culture ouvrent maintenant, c'est un fait, à 35% de leur capacité. On a des concerts-tests qui sont créés. Je ne sais pas, par exemple, si vous en avez entendu parler, mais Indochine va faire un concert à Paris le 29 mai à l'Accor Hotel Arena. D'ailleurs, le président y sera. Voilà, si vous voulez faire un petit selfie, c'est le moment. Ouais, je crois qu'ils ont eu un peu de mal à trouver des participants parce que faut avoir, je crois, moins de 45 ans. Et pour le public d'Indochine, c'est compliqué. Donc, C'est vrai. ils ont eu un peu de difficulté à trouver du public, je crois. C'était un peu galère, en effet, à organiser, mais ça va quand même se faire finalement. Mais on a d'autres concerts aussi qui vont être, enfin concerts-tests, hein, je parle, qui vont être organisés, notamment à Montpellier, ou encore Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, du coup, essaie d'en organiser à Marseille. On a aussi, selon la ministre, le déblocage de 11 milliards d'euros. Donc elle est assez fière de le dire, mais finalement, quand on creuse un peu, on voit que c'est vraiment un large terme. Enfin, elle a utilisé le terme de culture pour englober les 11 milliards, mais en fait, il y a aussi un plan de soutien à la presse écrite qui inclut dedans la préservation du patrimoine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a 2 milliards d'euros qui ont été débloqués pour la culture dans le plan de relance. Et aussi, vous en avez forcément entendu parler, le Pass Culture, qui a été débloqué du coup pour les jeunes de 18 ans uniquement, dans l'année de leurs 18 ans. On est un peu triste, enfin bravo à vous, mais il y en a qui souffrent, ok? Ah ouais, non, on est dégoûtés. On est d'accord. Mais on n'a vraiment pas le droit, non, malheureusement. Donc avant c'était... Oui, pardon Marie? Tu me fais une désillusion. Désolée, mais j'ai pleuré aussi très fort quand j'ai essayé de gruger le truc, mais ça marchait pas. Pareil. Mais du coup, c'est 300 € qui sont débloqués pour les jeunes dans l'année de leurs 18 ans partout en France. Donc avant, durant les 2 dernières années, c'était dans certains départements test en fait. Donc c'est plutôt cool quand même pour eux parce que voilà, c'est la réouverture, donc ils peuvent pas mal en profiter, même si ça reste quand même assez limité parce qu'il faut trouver des partenaires à ce Pass Culture. Mais malheureusement, il y a quand même quelques limites à toutes ces bonnes nouvelles, notamment peut-être du coup la création d'un pass sanitaire. On en avait déjà parlé dans d'autres émissions d'Actualis, qui pourrait bloquer l'accès à certains.
ou même certains établissements qui ne pourraient pas ouvrir avant septembre, donc avant la réouverture totale par souci de rentabilité du coup. Donc bon, c'est vraiment dommage pour eux parce que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Mais c'est quand même un bon début. Voilà, c'est la réouverture, donc on est content, on garde le smile. Et du coup, vous pouvez aussi aller voir certains musées, par exemple, qui viennent de réouvrir. Par exemple, pour les Lillois, le musée d'histoire naturelle, qui me semble d'ailleurs était en travaux. Je suis pas sûre de ça, mais il me semble Oui, il que... est tout neuf Ouais, maintenant. voilà, bah top. Le musée des Beaux-Arts ou encore le musée de la piscine à Roubaix, qui est d'ailleurs gratuit pour nous, les étudiants de l'OSJ. Voilà, on glisse ça là. Le Louvre pour nos amis parisiens, du coup, le musée d'Orsay, il y a plusieurs expositions en ce moment, l'expo Magritte notamment aussi à l'Orangerie à Paris toujours, mais aussi certains châteaux, par exemple le château de Versailles, donc vous pouvez aller en profiter, hein, il y a vraiment plein de sortes de sorties disponibles. Allez voir du coup sur le site de votre ville ou de votre région pour vous renseigner. Vous pouvez aussi aller au théâtre, donc même si tous malheureusement ne sont pas ouverts parce que certains sont occupés, le Théâtre du Nord, le Sébasto, etc. Ou même aller voir un film au ciné. Donc évidemment, quand vous écouterez ce podcast, il y aura d'autres films qui seront sortis, mais pour l'instant, je pense à ADN de Mai Wen ou Envole-moi, sur une note un peu plus joyeuse, de Christophe Baratier, ou Adieu les cons encore de Albert Dupontel qui est maintenant sorti au ciné. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir un film ou les chroniqueurs. Je suis allée voir Mandibule de Ok. Quentin Dupieux. Ok, et t'as bien aimé du coup? C'était cool? Ben, je recommande pour aller au cinéma pour se détendre et pas prise de tête et rigoler. Franchement, c'est Eh ben, un bon film. Faut aimer Parfait. l'absurde. Faut aimer Faut l'absurde. Faut dire aimer qu'il faut Quentin aimer Dupieux, quoi. l'absurde parce que je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Et alors vraiment, vous êtes dans un monde à part. Le monde de Quentin Dupieux n'est pas le... Bah, je sais pas, c'est très étrange, mais oui, c'est bien de retourner au cinéma pour aller voir des films. Donc, Bah voilà, on est d'accord. Ça doit faire un peu bizarre au début, mais franchement, on apprécie. Donc voilà, vous pouvez évidemment sortir en terrasse, hein, ça c'est plus nouveau maintenant, mais vous pouvez aussi du coup soutenir un peu le monde de la culture qui en a grandement besoin, toujours dans le respect des gestes barrières, pardon, évidemment, hein, parce que certes c'est une liberté qu'on a, mais ça serait quand même un peu dommage qu'elle nous soit et qu'elle leur soit aussi retirée à nouveau. Donc voilà. Et donc pour l'instant, on est d'accord que le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Non, Non, pour l'instant non. Ok, mais qu'il le deviendra peut-être. Je sais pas si c'est pour les musées, mais en tout cas pour... Bon, ce sera pour des événements exceptionnels, donc logiquement des concerts justement, des festivals, mais pour aller au cinéma, pour aller au musée, pour aller au restaurant, pas de pass sanitaire. Pas besoin. Ouais, parce que pour l'instant, toutes les salles de spectacle, que ce soit ciné, théâtre et tout, ils sont à 35% de leur jauge. Du coup, il y a des sièges entre chaque personne ou groupe de personnes, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin encore du pass sanitaire. Oui, et puis malgré les 35% où c'est pas forcément rentable pour certains théâtres, pour certaines salles, il y en a quand même qui ouvrent en disant mais non, mais nous on n'en peut plus de rester fermé, il faut qu'on ouvre parce qu'on en a marre, même si on n'est pas rentable, faut faire vivre la culture, c'est important dans un pays comme la France où quand même la culture est assez importante avec tous les musées, toutes les salles qu'on a. Bien, merci Manon pour ce point culture, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, un podcast très culture parce que je pense que tout le monde dans ce podcast adore la culture, adore aller visiter un musée. Donc, on essaye de vous transmettre cette envie pour faire vivre le monde de la culture. Merci beaucoup, merci Manon, merci à tous. Et bon courage à tous. Voilà, le maxi quiz c'est maintenant. Donc voilà, Matt, c'est à toi. Et oui, c'est maintenant, c'est l'heure du quiz. Bon, on dit maxi quiz, mais apparemment Maxime n'est pas là. Voilà, donc c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Il semblerait que vous ne m'aimez pas trop. Voilà. Hein, je le sens à la formulation d'Edouard. Je le sens aussi au temps mort.
On va passer du coup aux différentes questions, au petit quiz. 2 questions simples, puis une estimation. 2 autres questions simples, puis le tour de table. Vous êtes 5. Donnez votre prénom, très important, parce que la dernière fois, c'était un peu le bordel sur une des questions. Donnez votre prénom avant de donner la réponse. Donc, première question. Qu'est-ce que l'éthologie? Voilà, vous devez me donner une définition de l'éthologie. Est-ce que c'est une science? Oui. Il y a Ah. logie. Éthologie, la science de l'étau. Est-ce que... Je sais même pas comment on peut trouver des indices. Est-ce qu'on en entend parler dans l'actualité? Pas particulièrement. Une science qu'on apprend à l'école? Bah, Non, pas forcément. Non, non, non. Est-ce que c'est un peu de l'anthropologie de... Ça concerne les êtres vivants, en particulier. Comment tu écris? Éthologie, E accent aigu, T-H-O-L-O-G-I-E. Ouais, donc c'est bien de l'éthos. Mais si on savait ce que ça voulait dire, l'éthos. L'éthos, je l'ai vu en philosophie des arts, je crois, un truc comme ça, où en gros, c'est les habitudes, la manière d'être des gens, en gros, Ouais. que t'as. Putain, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est bien lié à l'éthos. Attends, Ah. L'étude du mode de vie. L'étude de la routine. c'est l'étude du mode de vie que tu as dit, c'est ça? Ouais, c'est moi qui ai dit ça. Du mode de vie. Alors, je pense que je vais dire que c'est... Je vais te le donner quand même, parce que en fait, c'est l'étude des comportements, plus précisément. Oula, bah oui. Oh, bah Donc, super, c'est des questions simples tout ça. Ouais, super J'ai dit que simple. c'était compliqué. J'ai dit Franchement, que c'était compliqué. J'ai prévenu cette fois. J'ai prévenu. Vous pouvez Merci. pas me dire que je vous ai pas prévenu. L'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux et ça inclut du coup les comportements humains aussi. Bon, là, si on fait une étude éthologique, par exemple, sur le podcast, on peut dire que Matt a un certain comportement de sadisme envers nous à nous mettre des questions compliquées, je pense. Je pense qu'on peut, oui. alors, on va passer à la deuxième question. Le premier point est pour Edouard. Donc, je vais donner à Edouard pour celui-là. Quel roi de France? C'est une question histoire. Quel roi de France est également un saint dans l'Église catholique? Pépin le Bref. J'en ai aucune idée. Non, là, faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est un roi de France C'est un roi de la Renaissance ou de... Non, pas de la Renaissance. Ah mince, Ok, j'avais bien compris. donc plus tard. Il a participé aux croisades. Ah, donc plus tôt. Est-ce que ce serait pas Saint-Louis? Ouais, mais moi, il me faut le nom du roi. Bah, Bah, Saint-Louis. roi Louis. Non, son nom de roi. Bah, le roi Louis. Louis XIII. Ah, bah, Il y en a- comment... Il y en a 16 des rois Louis. Louis Enfin, 15. Louis IX, c'est la bonne réponse. Je dis Je savais même pas qu'il y avait un Louis IX. Moi, il y avait deux Louis, Louis XIV et Louis XVI, mais... Ouais, moi aussi. Bah non, Oui, s'il y a un du Louis XVI, c'est qu'il y a un Louis 1, 2, 3 jusqu'à 16, quoi. Oui, mais du coup, c'est bien Saint-Louis, c'est Louis IX. Du coup, c'est bien celui-là. Il a participé notamment aux croisades vers Jérusalem pour libérer Jérusalem des Sarrasins. Bah, Le point franchement, est pour Philippines. bravo Philippines. Oui. On va passer du coup à l'estimation. Toujours pareil, m'en voulez pas si vous ne trouvez pas, parce que c'est une estimation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la bonne réponse, je le rappelle. Je vais vous demander de quelle année date la première apparition de Wonder Woman. Donc, je vais demander à toi, Edouard, puisque tu as eu À moi la première réponse. Oui, de donner la première réponse. Ensuite, ce sera Philippine. Et après, je décide de l'ordre. Donc, c'est Angèle, Marie et Manon. Parce que le temps mort, voilà, c'est le classement du temps mort. Tout simplement. Edouard, la première réponse, s'il te plaît. Eh bien, avec certitude, je vais te dire 1900. 19... Ah oui, mais non, je suis bête en fait. 1947. 1947 pour Edouard. Philippine. Non, c'est plus tard. Avec Calme. certitude, je vais dire 1953. 1953 pour Philippine. J'étais pas loin quand même. Angèle. Je vais aller plus tôt et je vais dire 1910, un truc comme ça. 1910.
Elle a l'air certaine. Hein. 1910. Ok. 1910 pour Angèle. Marie. Est-ce que je peux changer ma réponse? Non, bah non, bah alors là, non. Alors là. Non, toi. Voilà. Angèle a déjà donné sa réponse, c'est fini pour toi, Philippe. Putain. Marie. Moi, je dis à 1963. Ok. Manon. Moi, je vais dire 1933. Avec certitude, évidemment. Alors, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de certitudes et qu'il risque quand même d'y avoir quelques certitudes assez fausses. Vous êtes toutes plus ou moins dans les eaux. En fait, c'est à peu près au milieu de toutes vos réponses. C'est 1941 et c'est Edouard qui récupère le point. Oh oui, mais dis donc, mais attends. ouais Est-ce que je vous avais pas dit que j'avais un petit peu de certitude là-dessus? Non, attends, t'as dit 47. Bah attends, 47. Donc, c'est le temps que ça prenne de l'ampleur. Il faut savoir que Batman, Superman, c'est juste avant, c'était dans les années 40 du coup que les super-héros d'aujourd'hui, ceux de DC, les plus iconiques en tout cas, ont commencé à être créés. Donc 1941 pour Wonder Woman. Edouard récupère un deuxième point, un point pour Philippine et le reste vous vous débrouillerez. Bah on peut le dire, vous êtes à 0. Oui. 0 point pour les trois autres candidates. Question simple, on va parler sport. Alors, question sport, on a parlé de Karim Benzema, qui est de retour en équipe de France. Voilà, je le case là, ça fait plaisir. Karim Benzema, c'est un attaquant de pointe. Et donc, je vais vous demander qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football. Edouard. Vas-y. Platini. C'est faux. Oh. Platini est 3e. Il a été très longtemps, mais c'est le 3e aujourd'hui encore. Et donc, vous voyez, petit indice, c'est post-Platini. Un indice, il a gagné la Coupe du Monde 98. Bon, je pense que c'est pas ça, mais ce n'est pas Didier Deschamps. Non. Ok. Philippine, Oui. est-ce que son nom de famille est un prénom? Je vais dire oui Thierry Henry? et je vais dire oui. Oh, bravo, bien joué. C'est la bonne réponse. Thierry Henry, 51 buts en équipe de France à l'heure actuelle et le meilleur buteur de l'histoire. Il y a Giroud qui est pas loin, non? Oui, Giroud, il est pas loin. Il lui manque quelques buts, mais c'est pas encore le cas. 2 points pour Philippine. Reste plus que 2 questions pour vous départager. Ah, quelqu'un aura forcément 0. Question suivante. Qu'est-ce que les Bretons appellent une bombarde? Edouard? Oui. Un bateau? Philippine, Oui. une sorte de pluie? Non. Les clichés. Angèle, Vas-y. un phare. Philippine, Ok. un manteau? Non. Oh, ça c'est cliché. Edouard? Le phare, le manteau, la pluie. J'ai une idée très intéressante qui serait un instrument de musique. C'est la bonne réponse, hein, mais t'es sérieux? Oui. Mais quoi? Non, mais j'ai déjà entendu ce mot et ça ressemble un peu à la cornemuse, bombarde et tout. Mais je pense que j'ai déjà entendu la bombarde. Donc, Alors c'est pas exactement la même gueule que la cornemuse, c'est plutôt un hautbois. Donc, et c'est un instrument spécifique à la Bretagne. Voilà. Et c'est bien un instrument de musique. C'est une bonne réponse pour Edouard. Bravo, bravo. Eh oui. 3 points pour Edouard, 2 points pour Philippine, 0 pour Marie, 0 pour Angèle, 0 pour Manon. Donc le tour de table sera décisif pour désigner le vainqueur. Edouard part avec une petite longueur d'avance. Peut-être le point pour sauver l'honneur. Est-ce que Marie, Angèle ou Manon vont jouer les troubles faites? Qui va sauver Le tour son de nom table, l'heure, c'est horrible. Le tour de table sera sur les Oscars. Oh non, j'ai pas révisé. On avait fait sur les meilleurs sur l'Oscar du meilleur acteur il y a 2 semaines. Je suis de retour. On va faire la meilleure actrice. Du coup, l'ordre sera l'inverse de celui de tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois c'est Manon qui va commencer, puis ce sera Marie, Angèle, Philippine, Edouard, ce sera dans cet ordre-là. Donc, Manon, je te demande la première réponse, s'il te plaît. Meryl Streep. Meryl Streep. Alors, je cherche le nom. Logiquement, dans mes souvenirs, c'est oui. Et je confirme 2 Oscars pour Meryl Streep. Ok. Marie. Nicole Kidman. Oui, c'est une bonne réponse. Oh, bien ouais. Nicole Pourquoi Kidman qui a remporté la statuette en 2003 pour The Hours. Voilà. Donc, j'essaie de la prononcer comme je peux. Angèle. Je vais dire Olivia Colman. Mais c'est une bonne réponse. Olivia Colman qui a remporté
Pour la favorite. Pour la favorite, exactement. C'était récemment? C'était l'année dernière. Ah, ok. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Alors, Philippines, c'est à ton tour. Nathalie Portman. Oui, pour Black Swan en 2011. Ah bah oui, c'est vrai. Édouard, Moi je vais vous dire débrouillez bien. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence pour Happiness Therapy, Ouais. 2013. Elle a chuté en montant les escaliers, c'est pour ça que je Oui, le c'était sais. magnifique. Manon, Est-ce que Halle Berry est dedans? oui, Parfait. 2002, à l'ombre de la haine, une bonne réponse pour Manon. Marie, Alors, il me semble que c'est bien elle qui a joué dans La La Land et Master. Emma Stone est une bonne réponse et c'est bien pour La La Land qu'elle a reçu la récompense. Angèle, tu es sur la table, c'est pour toi. Je vais dire Brie Larson. Quand elle. Ok, alors juste je valide Emma Stone, Brie Larson, aïe. Elle n'a pas gagné oui. un Oscar? Si, oui. elle a gagné. Oui, bah oui. Elle a gagné l'Oscar. Attendez. Pour Room. Pour le film Room. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est une bonne réponse pour Angèle. Oh là là. Putain, tu m'as fait peur. Désolé, j'ai pas fait gaffe. Philippines, Est-ce que Julia Roberts, elle en a gagné un? bon, c'est une bonne réponse. Julia Roberts en 2001. C'était ma dernière. Après, je vous laisse la main. Édouard, Mais j'ai son nom sur le bout de la langue, mais je le retrouve pas, ça m'énerve. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. C'est pas genre René. Non, j'ai dit de la merde. René Zellweger? ah, oui, c'est ça. Et c'est bien biopic. Julie. Elle s'appelle Julie. Mais du coup, c'est à Manon. La pression revient à Manon. Ça va rester 10, hein, parce que moi, j'en ai plus, là. Ouais, non, là, ça commence à être compliqué, quoi. J'ai plus de noms qui me viennent en plus, donc je pense que je vais passer mon tour et puis... Pas de nom? Non. D'accord. Donc Manon était la première éliminée. Marie, c'est à ton tour. Alors, je pense qu'il y a une Française. Je pense aussi. Et je pense que c'est Marion Cotillard. Oh, c'était mon dernier. C'est pour la môme. Mon Pour la dernier. môme quand elle a joué Edith Piaf. Ouais. Exactement. Un La film môme qui a fait d'Edith pleurer. Piaf qui a permis à Marion Cotillard d'être récompensée d'un Oscar de la meilleure actrice. Angèle, Celle de l'année dernière. Et je crois que c'est Jodie Foster. Jodie Foster. Alors, je peux te dire que c'est pas l'année dernière, mais que oui, elle a gagné. Philippines, Non, là, j'abandonne. t'abandonnes aussi. Pas de nom tiré au hasard, n'importe Non, quoi. là, j'ai tout donné. Mon dernier, c'était Marion Cotillard et Marie me l'a honteusement volé. Oh, dis donc. Ok, pas de tentative de la part de Philippines. Ok, donc c'est à ton tour, Édouard. Je sais même pas si elle était actrice, celle que je vais dire, mais c'est pas grave. Non, mais je me dis. Non, j'ai pris Marilyn Monroe. Pas une petite statuette en cadeau. C'est un nom et c'est une élimination pour Édouard. De toute façon, Philippines était éliminé juste avant, donc ça change pas grand-chose. Mais le dernier point se joue entre Marie et Angèle. Marie, c'est à ton tour de me donner un nom. Alors, j'ai pas trop d'idées, mais j'ai pas envie d'abandonner. Donc, je vais dire Scarlett Johansson. C'est un nom. Pas de Scarlett Johansson dans les lauréates. Et donc c'est Angèle qui devrait logiquement, qui va s'imposer du coup. Mais est-ce que tu veux donner un petit nom pour confirmer ta victoire? Je sais qu'elle a été nommée plusieurs fois. Je sais pas si elle a remporté. Viola Davis. Viola Davis. Ah, c'est pas de bol. Elle n'a pas gagné. Ah, je n'ai vu. Je l'ai pas dans la liste. Donc c'est un nom. Voilà. Donc la victoire quand même, le point, il est pour Angèle. Donc je vais vous citer quelques noms qui sont plus connus. Audrey Hepburn, Barbara Streisand, Oh, non. Bien sûr. Charlize Theron, Liv Taylor, donc Frances McDormand qui a gagné du coup cette année pour Nomadland, Grace Kelly, on en avait parlé il y a 2 semaines. Ah oui, on a parlé longtemps en plus. Ouais. Gwyneth Paltrow. Ah ouais? Ouais. Gwyneth Paltrow en 99 pour Shakespeare in Love avec Leonardo DiCaprio. Helen Mirren pour The Queen en 2007. Jane Fonda, donc on a parlé de Jennifer Lawrence, Jodie Foster, Julianne Moore, Julia Roberts,
Kate Winslet, Catherine Hepburn, bon, c'est une autre personne. Et après, il y a aussi Maggie Smith. Voilà. Ah, bah oui. Maggie Smith qui a Je sais participé. pas qui c'est, mais oui. C'est celle qui joue dans Harry Potter, celle qui joue McGonagall. C'est ça. Et qui joue dans Mamie McPhee. Voilà, exactement. Reese Witherspoon, bon, bien connue. Sandra Bullock. Et Ah bon. voilà, pour les noms. Ou les actrices les plus récentes au choix. Donc voilà, c'est ce que vous avez manqué. Ce quiz est terminé. Victoire d'Edouard, 3 points. Philippine échoue juste derrière avec 2 points. Angèle qui récupère le tour de table, je pense, le point le plus prestigieux. Donc 1 point pour Angèle et 0 malheureusement pour Marie et Manon. Voilà, Edouard. On se rattrapera. Oui, c'est pas grave. Eh bien, j'avais noté sur ma fiche bravo et j'avais mis une truc genre complété par le prénom de la personne qui gagne, donc je vais le faire. Bravo Edouard. Merci Matt pour le maxi quiz. Merci à tous. Merci Manon, Angèle, Marie, Philippine et Matt pour tous vos chroniques, moments, maxi quiz. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez évidemment le partager. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est proposé sur Actualis, les vidéos, les quiz, voilà, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, c'est super, c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Merci à tout le monde, et merci à toutes, merci à tous, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut!